pendant qu'un pétrolier américain brûlait dans un port égyptien, que faisait le président des États-Unis à la Maison-Blanche? Il vous parlait de gazon. Il vous expliquait, avec la conviction de quelqu'un qui vient de résoudre un problème capital, que l'herbe des parcs de Washington allait bientôt changer. Que le gazon, voyez-vous, c'est comme un être humain. Le gazon aussi a une vie. Et pendant ce temps-là, dans le port de Damiette, en Égypte, un cargo américain chargé de gaz naturel liquéfié brûlait après avoir été frappé par un drone. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une métaphore, c'est ce qui s'est passé en temps réel pendant une seule et même session de questions-réponses dans le bureau ovale. Voilà la question que je veux poser ce soir. Pas est-ce que Trump est en train de perdre la guerre. C'est une question que tout le monde évite de formuler à voix haute. La vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que l'homme qui tient ce pays en temps de guerre comprend ce que ça signifie d'être en guerre? Ce que je vais vous montrer, c'est que la réponse est déjà disponible en clair dans ce qu'il a dit lui-même. On va construire ça en 2 temps. D'abord, je vais vous poser le tableau militaire réel, les stocks, les capacités, les chiffres que personne dans les médias mainstream ne met en regard les uns des autres. Ensuite, je vais vous montrer ce que Trump faisait pendant que tout ça se jouait. Pas pour en rire, pour comprendre ce que ça dit sur la solidité de la décision au sommet. Petite précision qui a son importance. Avant d'aller plus loin, les faits militaires que je cite ce soir viennent de sources ouvertes. Le Center for Strategic and International Studies, le CSIS, think tank bipartisan américain, les rapports du CENTCOM eux-mêmes, les données sur les réserves pétrolières stratégiques publiées par le département de l'énergie américain et les taux obligataires en temps réel du Trésor américain. Je nomme mes sources parce que c'est ça, la différence entre une analyse et un discours. Commençons par Damiette. Le port de Damiette, c'est sur la côte nord de l'Égypte, à l'embouchure du canal de Suez. C'est un nœud logistique stratégique pour le gaz naturel liquéfié en Méditerranée orientale. Et c'est là qu'un navire américain, l'Energos Winter, un terminal flottant de regazéification, a été frappé par un drone de conception iranienne probable. Pavillon des îles Marshall, opéré par des intérêts américains. Le navire était à quai, pas en transit. À quai dans un port d'un pays qui n'est pas en guerre avec les États-Unis. Attardez-vous une seconde là-dessus. La guerre est maintenant en Égypte. Ce n'est pas une escalade rhétorique, c'est une escalade géographique. Et pour comprendre pourquoi ça change tout, il faut remettre ça dans la séquence des 10 derniers jours. Les Houthis du Yémen ont frappé 3 raffineries en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite et les États-Unis ont riposté par des frappes conjointes en Irak, ciblant le quartier général des factions de la mobilisation populaire, les PMF, les milices pro-iraniennes intégrées à l'armée irakienne officielle. Bilan, 20 morts, 32 blessés. L'Iran a répondu en frappant une base américaine en Jordanie. Puis, l'attaque sur le pétrolier à Damiette. En l'espace de 10 jours, Yémen, Arabie Saoudite, Irak, Jordanie, Égypte. 5 pays, 5 théâtres distincts. Et si vous rajoutez le détroit d'Ormuz, où selon les gardiens de la révolution islamique, des pétroliers qui avaient ignoré leurs avertissements ont été stoppés de force, vous avez une zone de conflit qui s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres. Le CENTCOM, lui, vous dit autre chose. Il vous dit que le détroit d'Ormuz est ouvert, que les navires circulent librement, que tout va bien. Et le problème, c'est que ces déclarations ont remplacé exactement ce qu'on avait avant, les rapports maritimes britanniques, ceux qui listaient en temps réel les incidents en mer d'Arabie, dans le golfe Persique, dans la mer Rouge. Ces rapports n'existent plus. Ce qui existe à la place, c'est le compte officiel du CENTCOM qui vous dit de ne pas vous inquiéter. C'est pas un oubli éditorial. C'est un choix répété assez souvent pour ne plus être accidentel. Ajoutez à ça que l'administration Trump a restreint l'accès à certaines données satellites commerciales d'entreprises privées américaines, les mêmes données qui permettaient de suivre les mouvements de tankers et les dommages dans les zones de conflit. Résultat, pour avoir une image précise de ce qui se passe réellement dans le détroit d'Ormuz, vous dépendez soit des déclarations du CENTCOM, soit des déclarations des gardiens de la Révolution. Et aucune des 2 sources n'a pour vocation première de vous informer. On pourrait s'arrêter là et considérer que l'armée américaine a les capacités pour tenir. Sauf que ça ne tient pas dès qu'on regarde les chiffres. Voilà ce que le CSIS dit sur les stocks d'intercepteurs américains. Les missiles PAC-3, ce sont les intercepteurs du système Patriot. Chaque interception coûte plusieurs millions de dollars par missile. Depuis le déclenchement de la campagne de frappes américaines contre l'Iran, ces stocks ont été sérieusement entamés. Les systèmes THAAD, les intercepteurs à haute altitude, sont dans le même état. Et ça devient un problème existentiel pour 2 raisons distinctes.
La première, c'est Zelensky. Volodymyr Zelensky est venu à Washington ces derniers jours pour demander des intercepteurs Patriot supplémentaires pour l'Ukraine. 300 intercepteurs Patriot, selon certaines demandes. Et la réponse honnête, c'est d'où les États-Unis n'ont plus les stocks pour couvrir leur propre base régionale. Celle qui héberge des soldats américains dans les pays arabes voisins de l'Iran. Donner des intercepteurs à l'Ukraine, en ce moment, ce serait dégarnir la protection des bases sous menace directe. La deuxième raison, et c'est là que le calcul iranien devient vraiment froid, c'est que l'Iran a parfaitement compris cette contrainte. Selon l'analyse américaine elle-même, l'attaque iranienne sur la Jordanie aurait pris Trump par surprise. Il pensait que Téhéran cherchait à négocier. Erreur. Cette attaque-là n'avait pas pour but de détruire la base. Elle avait pour but de faire tirer des intercepteurs. 5 missiles balistiques iraniens tirés sur la Jordanie, 5 missiles abattus, 5 missiles PAC-3, dépensés pour abattre 5 projectiles qui coûtent beaucoup moins cher à fabriquer. Pour l'Iran, c'est de la comptabilité de guerre. Faire dépenser à l'adversaire plus qu'il ne peut se permettre, sans jamais rentrer dans un échange symétrique. L'Iran pense pouvoir tenir 10 à 8 à 24 mois sur cette logique d'attrition, le temps que l'opinion publique américaine, les marchés et les stocks aient fait le travail à sa place. L'Iran ne cherche pas à gagner rapidement, il cherche à épuiser. Et il a commencé à compter avant que Trump ait commencé à réfléchir. C'est là que le tableau change. Les réserves stratégiques pétrolières américaines, le SPR, sont au plus bas depuis des décennies selon les données du département de l'énergie. Les marchés obligataires ont commencé à signaler la tension. Le taux du bond du Trésor américain à 30 ans a touché 10 à 9% lors de la séquence d'escalade récente. Un niveau qui rend le coût de la dette américaine vraiment inconfortable dans un moment où les dépenses militaires explosent. Et pendant ce temps-là, le Pentagone envisage, d'après les informations rapportées dans les médias américains, de confisquer les téléphones portables des soldats stationnés dans ces bases régionales. Pas pour des raisons de sécurité opérationnelle classiques, mais parce que ces soldats filment ce qui se passe autour d'eux. Les dommages, les casernes contesténérisées, l'absence de protection. Et ils envoient ces images à leurs familles. Ce sont des soldats qui ont peur et qui veulent que quelqu'un le sache. Ceux qui ne regardent que les gros titres ratent exactement la partie qui compte. Voilà le tableau militaire réel, des stocks d'intercepteurs entamés, des réserves pétrolières au plancher, un ennemi qui joue la montre délibérément, et des soldats qui filment en secret parce qu'ils ne font pas confiance aux déclarations officielles. Et ce premier fil n'est encore rien comparé à ce qui suit. Parce que pendant que tout ça se jouait, Donald Trump était dans le bureau ovale et répondait aux questions des journalistes. Et ce qu'il a dit mot pour mot et peut être la partie la plus inquiétante de toute cette séquence. Un journaliste lui pose la question directement, « Monsieur le Président, l'attaque sur le pétrolier en Égypte, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que c'est lié à l'Iran ?» Trump répond, et je cite au plus près de ces mots, tels qu'ils ont été rapportés. « C'est un peu plus de la même chose, ça va se stabiliser, ça va se stabiliser. » Un pétrolier américain qui brûle dans un port égyptien, un théâtre de guerre qui vient d'ouvrir sur un 5e front, et la réponse du commandant en chef, c'est un peu plus de la même chose. Accrochez-vous, parce que ça va plus loin que ça n'en a l'air. Quelques minutes plus tard, le même Trump dit aux journalistes, sur le ton de quelqu'un qui annonce qu'il a gagné un match de tennis, « C'est notre tour maintenant, on va les frapper très fort. » Ils savent que c'est imminent. Ils nous demandent de ne pas le faire. Mais ils ont tiré hier soir alors. It's our turn. On nage en plein délire de script de catch professionnel pendant une crise militaire multi-théâtre. Mais il y a un truc qu'on est en train de rater. Parce que ce même Trump, dans la même session, a aussi répondu à une question sur la Chine et l'Iran. Un journaliste lui signale que, selon un nouveau rapport, l'Iran est sur le point de recevoir 400 lance-roquettes en provenance de Chine, transitant par le Pakistan. Et Trump répond, Xi m'a dit très fermement qu'il ne participerait pas à ça. Mais ça m'étonnerait. Il sait que je serais vraiment déçu. Xi m'a dit très fermement, voilà ce que Trump oppose à un rapport sur une livraison d'armes en cours. Une conversation dont personne d'autre n'a connaissance. Une conversation que le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi contredit chaque semaine en rappelant que la Chine est l'allié stratégique, politique, militaire et économique de l'Iran. Mais Trump, lui, a la parole de Xi. Et il espère que Xi sera vraiment déçu si les lance-roquettes arrivent quand même. Regardez bien ça.
Soyons honnêtes 2 secondes sur le meilleur argument en face. On peut défendre l'idée qu'un président en conférence de presse joue délibérément la minimisation pour ne pas affoler les marchés ni envoyer de signal de faiblesse à Téhéran, que le langage brutal c'est notre tour est du théâtre stratégique, calculé pour maintenir l'ambiguïté sur ce que les États-Unis vont frapper et quand. Cette lecture n'est pas absurde en théorie. Sauf qu'elle suppose que derrière la façade, il y a un calcul. Et les 3 échanges suivants rendent ce calcul de plus en plus difficile à identifier. Trump, toujours dans la même session, a proposé une solution pour forcer l'Iran à céder. Cette solution, c'est des tarifs douaniers, des droits de douane sur l'Iran. J'aimerais qu'on mette des tarifs sur l'Iran, comme on en a mis sur la Russie, des tarifs sur un pays sous blocus militaire américain, sur un pays avec lequel les États-Unis n'ont quasiment aucun commerce bilatéral depuis des décennies, sur un pays sous l'un des régimes de sanctions les plus stricts de l'histoire. Il a fait faillite avec 3 casinos côte à côte et aujourd'hui il gère la politique commerciale d'une guerre. Ça inspire effectivement confiance. Puis est venu le moment Zelensky. Trump a dit, à propos du président ukrainien qu'il venait de recevoir la veille, « Je veux qu'il finisse la guerre ». C'est simple. Je m'entends bien avec Poutine, je m'entends bien avec Zelensky. Il faut finir la guerre. 25 000 personnes sont mortes le mois dernier. Le message sous-jacent est clair. Zelensky doit accepter les conditions de Moscou. Et c'est simple. Et puis Trump a commencé à parler de moulins à vent. En Allemagne, il y a des moulins à vent partout. À chaque fois que vous voyez des moulins à vent, vous voyez un pays qui échoue. Puis de l'herbe des parcs de Washington, de la vie intérieure du gazon. Puis d'une arche monumentale. L'arche va être incroyable, vraiment incroyable, et du centre militaire protégé qu'il fait construire à la Maison-Blanche, qui va être inouï. Ça rappelle furieusement l'image de Néron grattant sa cithare pendant que Rome brûle, sauf que dans la version originale, Néron était au moins conscient que la ville était en feu. C'est à ce stade que je dois vous poser la question que presque personne ne formule clairement dans les grands médias. Est-ce que Trump comprend la situation dans laquelle il a mis son pays ? Ce sentiment que vous aviez, que quelque chose clochait profondément dans la gestion de cette crise, il était juste parce que, revenons à la question qu'on s'est posée en ouvrant cette vidéo, on a commencé en demandant ce que Trump faisait pendant que le pétrolier brûlait à Damiette. Ce qui semble être une question de style présidentiel est en réalité une question de structure de commandement. Thread 1 vous dit « Les États-Unis sont engagés dans une guerre d'attrition à 5 théâtres simultanés. Stock d'intercepteurs entamé. Réserve pétrolière au plancher. Un adversaire qui joue délibérément la montre et une opacité informationnelle croissante sur ce qui se passe réellement dans les zones de conflit. » Thread 2 vous dit « Le président qui gère tout ça croit qu'une conversation avec Xi suffit à arrêter une livraison d'armes, pense que des tarifs douaniers peuvent s'appliquer à un pays sous blocus. » Et prend le temps, entre 2 questions, sur une frappe de drone et une base attaquée, de vous expliquer la philosophie de l'herbe. Ces 2 réalités mises ensemble produisent une conclusion que la plupart des grands médias n'ont pas encore formulée clairement, parce que la formuler clairement, c'est politiquement inconfortable. L'homme au sommet de la chaîne de commandement n'a pas une compréhension opérationnelle cohérente de la guerre qu'il dirige. Ce n'est pas une opinion, c'est ce que ses propres mots documentent. Et puis il y a eu ce post, le département de la défense américain a publié sur ses comptes officiels, pendant cette période, un message qui disait « Winning is not an option », gagner n'est pas une option. Le post a été effacé dans l'heure. L'administration a parlé d'une erreur de formulation, peut être, probablement. Mais quand le ministère de la Défense d'une nation en guerre publie accidentellement « la victoire n'est pas une option » et efface ça en urgence, ce lapsus dit quelque chose. Quelque chose que personne dans l'administration n'ose formuler autrement. Les lapsus, en temps de crise, ne sortent pas du vide. Si vous ne regardez que les résumés de 30 secondes sur les chaînes classiques, ce fil-là vous échappe complètement. Parce que chaque élément pris séparément, l'attaque de Damiette, les stocks d'intercepteurs, la conférence de presse incohérente, le poste effacé du Dodé, chaque élément est traité comme un événement isolé. Mais rassemblés, ils forment quelque chose de très différent. C'est pas une maladresse, c'est une manière de faire, répétée, une manière où la décision au sommet est déconnectée de la réalité opérationnelle sur le terrain, où la communication officielle est découplée de ce que les données montrent,
où des soldats filment en secret les dommages autour d'eux parce qu'ils ne font pas confiance à la version officielle, où le Pentagone envisage de leur confisquer leur téléphone pour que ces images ne circulent pas. Ce qui devrait nous inquiéter, franchement, c'est pas seulement la situation militaire en elle-même, aussi sérieuse soit-elle, c'est la capacité du système à corriger son cap quand le cap est mauvais. Dans un régime démocratique normal, les contre-pouvoirs jouent ce rôle le Congrès, les médias d'investigation, les officiers supérieurs. Ces contre-pouvoirs existent encore, mais leur marge de manœuvre s'est rétrécie. Et la suite s'annonce déjà plus compliquée, pas moins. Netanyahou rencontrait Trump en parallèle pour demander une escalade supplémentaire des frappes sur un site souterrain profond en Iran, ce que l'administration israélienne appelle la montagne des pioches. Les conseillers militaires américains savent que cette opération est techniquement très difficile. Netanyahou veut quand même y aller. Et Trump va devoir trancher avec des stocks d'intercepteurs entamés, des réserves pétrolières en bas, et un Iran qui compte les missiles qu'il reste en face. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Et pendant tout ça, le taux du bon du Trésor à 30 ans monte. Les stocks continuent de baisser. L'Iran continue de faire ses calculs. Et des soldats américains, dans des casernes containerisées, continuent de filmer ce que les déclarations officielles ne montrent pas. Ce sont toujours les mêmes qui encaissent les soldats en bas de la chaîne, les familles qui attendent des nouvelles, les économies des pays pris dans la zone de conflit, pendant que le discours officiel, lui, ne change pas d'un mot. Cette histoire est loin d'être finie. Et si vous voulez la suivre avec moi, avec les chiffres et les faits, que les canaux officiels évitent de mettre côte à côte, abonnez-vous à la chaîne. Un like aide vraiment à faire passer cette analyse à ceux qui en ont besoin. Et activez la cloche, parce que la prochaine escalade n'est clairement pas une question de semaines, mais de jours.